count. Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. Dans ce nouveau podcast, je voulais parler de nouvelle section de la bibliothèque que je lance aujourd'hui et qui se veut d'être un peu plus historique. Le but ici sera de parler de grands matchs, de faits peu connus de l'histoire de la NBA, d'analyse dans l'évolution du temps, ou alors, comme dans cette première vidéo, de joueurs moins connus, un peu oubliés, un peu tous ces joueurs qui ont marqué la NBA d'une façon différente. Pour l'occasion, je voudrais parler de Rick Barry. Donc Rick Barry est un joueur des années 70, Hall of Famer, champion NBA, 12 fois All-Star, dont on se souvient très bien pour ses lancers très particuliers à la cuillère, au lancer franc, c'est-à-dire qu'il attrapait la balle entre ses deux jambes et lançait un peu comme une grenouille le ballon, mais malgré tout il tournait à 90% de réussite en carrière. Mais on l'oublie beaucoup lorsqu'on débat des grands extérieurs et des grands ailiers qui ont marqué notre sport. On peut se demander dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il est si oublié, pour champion, Hall of Famer, etc. Et donc c'est ce que nous allons un peu voir dans cette vidéo, toutes les raisons externes qui ont poussé à ce qu'on le mette un peu de côté avec le temps. Pour sa biographie, Rick Barry est né en 1944 dans une famille d'origine italienne, dans le New Jersey. C'est là où il grandira, passera son enfance, son adolescence, en regardant le baseball avec les matchs des Giants et en jouant au basket. Ce basket pour lequel il a pas mal de dons, ce qui lui permet d'avoir plusieurs propositions de bourse à l'université, notamment à l'université de Miami, qui le séduira particulièrement. Il sera en effet séduit par le coach Bruce Hale et par sa philosophie de jeu, prônant un jeu rapide, où il laisse beaucoup de confiance à ses joueurs, plutôt modernes, et dans lequel il souhaite absolument optimiser les capacités athlétiques et l'instinct déjà visible chez le jeune Rick Barry. Ce seront 3 années qui se passeront extrêmement bien pour le jeune homme. Il y rencontrera sa première femme, Pamela, et d'un point de vue basket, en 3 saisons, il sera 3 fois dans la All-American Team, et au cours de sa dernière saison, en 64-65, il tournera même à 37,5 points par match, ce qui en fera le meilleur scoreur NBA. Les résultats collectifs cependant ne suivront pas, et puis pour divers problèmes académiques, l'université de Miami ne peut participer au tournoi de fin d'année et à la March Madness, mais ses performances marquent les recruteurs NBA, qui le placent très très haut dans les différents mock drafts pour la draft de 65. En 65, il se présente donc à la draft. Il rêve d'être sélectionné par les New York Knicks, qui ont le premier pick. En effet, étant un enfant du New Jersey, il rêve de venir jouer chez lui et chez sa famille. Or, les Knicks décident de sélectionner Bill Bradley à sa place. Il sera donc drafté en 2e position par les San Francisco Warriors, futurs Golden State Warriors. Il arrive donc en NBA après ses 3 années d'université et montre tout de suite son style et sa patte. Donc c'est un ailier moderne, scoreur, voire en avance sur son temps. Offensivement, c'est un joueur très complet. Donc c'est un shooter exceptionnel pour l'époque à mi-distance, voire de loin, mais qui dans le même temps est très athlétique et rapide. Très élancé, très attiré par le cercle, et assez grand, ce qui lui permet d'aller chercher des points dans la raquette au milieu des pivots en ayant résisté au contact, ou d'aller chercher de nombreux lancers francs. Il a un très bon instinct pour le jeu, dans un peu tous ses compartiments offensifs, mais est particulièrement attiré par le cercle, ce qui en fait un redoutable scoreur. Lorsque la raquette est trop fermée et que l'accès est compliqué, lorsqu'il ne pas forcément réussi au shoot, il n'hésite pas à se retourner pour jouer au poste, et à placer quelques petits turnaround jumpers, ses tirs en se retournant. Sa première saison est alors une réussite. Les San Francisco Warriors quittent les tréfonds de la NBA et passent de 17 à 35 victoires. D'un point de vue individuel, Rick Barry tourne à 25 points, 10 rebonds, et est nommé Rookie de l'année, c'est-à-dire meilleur débutant. Rick Barry est aussi très caractériel, et très rancunier. Il se souvient que les Knicks l'ont oublié le jour de la draft, et décide de prendre sa revanche au Madison Square Garden, au match retour, en mettant 57 points et 15 rebonds devant le public de New York. Si sa 2e saison est très bonne, la 2e le sera d'autant plus. Il fait des progrès énormes. Appelé pour la 2e fois All-Star Game, il y finit MVP avec 38 points. Il finira la saison meilleur scoreur de la ligue avec 35,6 points par match. Plus que ça,
il emmènera les San Francisco Warriors jusqu'en finale NBA, qu'il perdra en 6 manches face aux 76ers. Mais même là, il fera très bonne impression. Rapidement blessé au genou, un problème qui le suivra toute sa carrière et qui le pourrira pas mal de matchs, il se permet une pique à 55 points au match 3, et il finira la série avec 40,6 points de moyenne, un record qui mettra près de 3 décennies avant de sauter. À ce moment-là, il est alors au sommet de la NBA et il est promis à un avenir radieux. Le problème, c'est que son très mauvais caractère le pousse à se disputer avec le proprio pour des bonus impayés. Dans le même temps, la ABA commence à vraiment se développer et est en recherche d'une superstar pour mettre en avant sa ligue. Cette jeune ligue, qui rajoute la ligne à 3 points, qui favorise le spectacle, crée le concours de dunk, est vraiment la grosse rivale montante de la NBA à l'époque. Au sein de cette ligue, les Oakland Hawks, la franchise de Oakland, juste en face de San Francisco dans la baie, décide de faire une offre que Rick Barry ne pourra pas refuser. Un salaire de 500 000 $ sur 3 ans qui est énorme à l'époque, plus 15% de part des actions de la franchise, et enfin pour couronner le tout, son beau-père est le coach de l'équipe. Rick Barry accepte bien sûr l'offre et cherche à quitter les San Francisco Warriors pour rejoindre la NBA. Cependant, en NBA, une réserve clause existe. Cette clause dit qu'un joueur est rattaché à une équipe et ne peut pas la quitter si le propriétaire ne le veut pas, et la franchise ne le veut pas. Or, les Oakland Hawks sont donc une autre équipe et sont donc une rivale. Ils décident donc de bloquer le contrat de joueur et de l'empêcher d'y aller. Le procès va aller jusqu'à la Cour suprême et forcera Rick Barry à passer 1 an sans jouer. 1 an pour laquelle il sera chroniqueur pour l'équipe des Oakland Hawks. Il finit par gagner le procès, obtenir le droit de jouer en ABA, et à ce même moment, il ouvre donc la voie à de nombreux autres joueurs. En effet, en ayant montré la faille, Oscar Robertson s'y glissera plus tard en gagnant de nombreux procès pour faire sauter cette réserve clause et permettre aux joueurs de pouvoir changer d'équipe via des transferts ou, en fin de contrat, en tant que free agent, de signer dans d'autres franchises. Ce sera un pas énorme pour les droits des joueurs en NBA et dans le droit du sport majeur aux États-Unis. Mais ce procès lui fait une très mauvaise pub au niveau des médias, qui n'hésitent pas à le faire passer pour un joueur cupide, assoiffé d'argent et qui n'en a rien à faire de gagner face aux meilleurs. Il arrive donc en 69 au Oakland Hawks et commence très très fort. Une première saison à 34 points par match et son équipe sera champion ABA. C'est simple, il devient alors le seul joueur meilleur scoreur en NCAA, NBA et ABA, ce qu'aucun autre joueur arrivera à faire par la suite. Les résultats sportifs sont là. L'équipe est championne, mais très peu de gens se déplacent pour aller au match, moins de 3000 personnes en moyenne. L'équipe se fait racheter et donc déménage à Washington DC pour devenir les Capitals. Au début, Rick Barry refuse de rejoindre l'équipe. Il loupera 32 matchs car il n'a pas envie d'aller s'installer à Washington alors qu'il est très bien en Californie. Il ira même jusqu'à dire « Moi, si je vais à Washington DC, c'est uniquement pour devenir président ». De même, les problèmes d'argent continuent au sein de la ABA et la franchise se retrouve à être obligée de déménager une nouvelle fois en Virginie. Là, le refus est d'autant plus fort. Il ira même jusqu'à dire « Mon fils Scooter est censé aller à l'école maternelle cette année. Je déteste penser aux complications que cela entraînera en Virginie. Je ne veux pas qu'il aille à l'école pour apprendre à parler avec un accent du Sud. » Le message est très violent mais très clair. Et l'idée est simple, c'est un transfert ou rien. Il sera donc transféré aux New York Nets. Pour lui, c'est parfait. Il se retrouve enfin dans la ville qu'il voulait rejoindre depuis le début de sa carrière, New York. Il y fera 2 saisons. Pendant ces 2 saisons, il jouera les playoffs et même les finales la deuxième fois, où il réaffrontera les Indiana Pacers qu'il avait battus au cours de sa première saison ABA. Une défaite cette fois-ci. Il n'aura pas à rougir de ces 2 saisons où il tournera à 28 puis 29 points. Mais la ABA est trop petite pour lui, le niveau n'y est pas assez bon. Il souhaite donc retourner en NBA. Il se rabiboche avec le propriétaire des Golden State Warriors, le nouveau nom des San Francisco Warriors, et rejoint l'équipe en 72-73, pour ensuite 7 saisons. Le bilan de ces 4 années en ABA est excellent. 4 fois All-Star, 4 fois First Team, champion, 1 fois meilleur marqueur. Il rejoint donc les Golden State Warriors en 73,
Les différents problèmes de genoux qu'il a pu rencontrer au cours de ces dernières années le forcent à pas mal changer son jeu. Là où il attaquait énormément le cercle, il devient davantage un joueur qui shoot beaucoup dans le périmètre à mi-distance. Il le fait très souvent en sortie de dribble, mais au lieu d'aller se fronter au gros, il préfère s'arrêter et shooter, avec une redoutable efficacité. De plus, il est de plus en plus passeur. Ses saisons de 73 à 79, il tournera toujours à plus de 5 passes par match. Il est l'un des premiers joueurs au poste d'ailier à vraiment avoir le ballon dans les mains tout le temps, dans le but de créer et non pas seulement de marquer. Ce qui ne l'empêche pas d'être toujours un très bon scoreur. Fin 74, il se permet même de mettre 64 points face à Portland, son record en carrière. Mais c'est la saison suivante la plus intéressante. En 1974-1975, il tourne à 30 points, 6 passes, 5 rebonds, plus de 90% en lancer franc et finit meilleur intercepteur de la ligue. De plus, collectivement, il remporte le titre de division et gagne 48 victoires avec les Golden State Warriors. Mais plus que la saison régulière, c'est les playoffs qui vont vraiment être intéressants du côté de la baie. Ils battent d'abord les Seattle Supersonics au premier tour, puis les Chicago Bulls pour accéder au final. En finale, ils verront face à eux les Washington Bullets, emmenés par Wes Unseld, qui sont très largement favoris aux yeux de tous les spécialistes. L'équipe a fini avec 60 victoires la saison, largement première, et a surdominé les playoffs à l'Est. Tout le monde est persuadé que ces jeunes Warriors auront beaucoup de mal. En effet, si Rick Barry est un excellent joueur, il est encore très très seul dans l'effectif, et doit tout gérer. Mais nous verrons ici l'un des plus gros upsets, l'une des plus grosses surprises de l'histoire des finales. Rick Barry y est énorme. Il finira les 4 matchs à 29 points, 5 passes décisives, 3 interceptions, et gagnera le titre de MVP des finales. En gagnant la série 4-0, il survole totalement ses adversaires et montre un leadership énorme qu'on ne lui avait rarement vu avant. Il a alors gagné le titre de champion en NBA et en ABA, et seulement 4 joueurs l'ont réussi dans l'histoire. C'est pour vous dire à quel point la performance est incroyable. La saison suivante, la saison 1975-76, les espoirs des San Francisco Warriors sont très gros. L'équipe est championne en titre, décide de récupérer un rookie du nom de Gus Williams et signe Phil Smith. L'effectif est donc beaucoup plus cohérent et beaucoup plus talentueux que la saison précédente. Et cela se ressent dans les résultats collectifs. L'équipe finit avec 59 victoires et premier de la ligue. Les stats de Rick Barry ont un peu baissé. Il tourne à 21 points et 6 passes. Mais il reste le leader de cette équipe dans le jeu, le meilleur scoreur et celui qui a de plus en plus le ballon pour créer. Il devient un réel playmaker et un vrai décisionnaire de son équipe. Il joue vraiment un rôle de meneur de jeu totalement décalé à son poste d'ailier, comme le font maintenant beaucoup plus d'ailiers. Arrive le moment des playoffs, le moment que tout le monde attend. Il dispose facilement de ses demi-finales et se retrouve en finale de conf face à Phoenix. Tous les spécialistes s'accordent à dire que l'équipe de Phoenix est là un peu par chance. Elle avait fini la saison régulière avec un bilan négatif, et ça devrait être joué en 4 matchs. Mais les Suns donnent énormément de fil à retordre à la bande de Rick Barry, et ils les poussent même jusqu'à une 7e manche. Le match décisif sera un match très tendu. Il commence d'ailleurs dès le début avec une bagarre entre Sobers, un rookie de Phoenix, et Rick Barry. Mais Rick est fou furieux. En effet, pendant la bagarre, pas mal de joueurs de Phoenix sont venus les séparer et en permettre pour glisser quelques coups à Rick Barry, pendant que aucun des joueurs de son équipe ne se sont seulement levés du banc ou regardé vers la bagarre. Il est vexé et se sent totalement lâché par son équipe. De plus, en début de 3e quart, il est oublié 2 fois de suite pour un shoot alors qu'il était totalement ouvert. Vexé, il décide de montrer à son équipe qui est le vrai leader et qui est-ce qu'il faut suivre dans cette équipe. Il décide donc de rester en défense, ne monte plus forcément sur les attaques, et lorsqu'il monte, se limite tout simplement à faire des passes sans même regarder l'anneau. Il décide donc totalement de boycotter cette fin de match pour montrer à ses coéquipiers qu'il est le vrai joueur. Son équipe perdra donc 94-86 et Phoenix gagnera le match pour aller en finale. Après cette saison, petit à petit, le niveau des Golden State Warriors décroît. De même, Rick Barry commence à voir ses stats diminuer petit à petit à chaque saison. Le poids des blessures au genou commence à se faire sentir. En 78, il quitte même
sa franchise de toujours, des Golden State Warriors, pour aller à Houston. Il y fera 2 petites saisons et profitera de la dernière pour enfin découvrir la ligne à 3 points. Exercice dans lequel il se débrouillera plutôt bien et dans lequel on aurait adoré le voir quelques années précédemment. Il continuera son après-carrière en tant que consultant à la télé pour CBS, puis il sera introduit au Hall of Fame en 87 et verra 2 de ses fils, Brent et John, jouer en NBA. Brent gagnera même le titre avec les Spurs en 2005, ce qui en fait un des rares duos père-fils à avoir gagné le titre NBA. Au final, il aura donc fini sa carrière avec 23,2 points par match, 45% de réussite au tir et 90% de lancers francs, 6,5 rebonds et 5,1 passes. Des stats dignes des tout meilleurs arrières de Dwayne Wade ou Kobe Bryant. De plus, il a notamment gagné le titre, il a été 5 fois NBA First Team, 12 fois All-Star, membre du Hall of Fame, élu aux 50 plus grands joueurs de la NBA en 96 lorsque la NBA a voulu fêter les 50 ans de la ligue. Bref, il a un palmarès énorme et des statistiques tout aussi grandes. Alors là, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'il est si souvent oublié. Et en fait, les raisons ne sont pas forcément sportives, mais extra-sportives. Rick Barry était un sale type. Les joueurs NBA se permettaient régulièrement de dire qu'il était un salaud, une enflure. Et les mots font peu d'effet par rapport à l'impression qu'il laissait réellement paraître. Un des meilleurs exemples pour l'illustrer, c'est lorsque l'an 81, il commente les finales sur CBS avec Bill Russell, et en regardant une ancienne photo de Bill Russell, lui dit qu'il a un sourire de pastèque. L'image fait très mauvaise impression car c'est une référence très souvent utilisée aux États-Unis pour se moquer de façon raciste des Noirs. Mais dire que dans cet incident, Rick Barry est juste raciste, ce serait faire une erreur et louper le personnage. Rick Barry était bien plus que ça. C'est un joueur qui cherchait vos faiblesses et qui cherchait à vous faire mal de toutes les façons dont il pouvait. Un misanthrope qui détestait les gens et qui adorait le fait d'être détesté. Tous les joueurs comme Leitner, Beverley à côté étaient des petits joueurs. Il n'était pas forcément cet aboyeur, mais plutôt ce personnage un peu hautain, méprisant. De nombreuses anecdotes le racontent. On a par exemple Robert Parrish qui déclarait « Il avait une mauvaise attitude, il vous regardait toujours de haut ». Mike Dunleavy se permettrait d'ajouter « Il manque de diplomatie. S'il l'envoyait à l'ONU, il finirait par déclencher la Troisième Guerre mondiale. » Ken Macker, un ancien dirigeant des Warriors, allait même encore plus loin. Si vous voyez régulièrement d'anciens joueurs se retrouver, vous ne retrouverez jamais une bande de joueurs assis autour d'une table pour parler du bon vieux temps avec Rick. Ses coéquipiers et ses adversaires le détestaient globalement et profondément. Autre anecdote marrante à son sujet, c'est lorsque, en fin de carrière dans les années 80, l'ambiance est très mauvaise au sein du vestiaire des Rockets, notamment à cause de Rick. Billy Poltz, joueur de l'équipe, raconte alors que quand les Rockets ont fait venir un psychologue pour tenter de ressouder l'équipe et de trouver le problème, le psychologue leur a demandé de fermer les yeux et d'imaginer mentalement qu'ils jetaient tous leurs problèmes du haut d'un pont. Lorsque les joueurs ont rouvert les yeux, Billy Poltz s'est retourné et a regardé Rick Barry en disant « Hey Rick, je ne comprends pas, comment tu peux être encore là ?» La plupart des joueurs dans l'équipe ont rigolé et acquiescé. Cela donne vraiment l'image qu'avait Rick dans la ligue. Il était ainsi détesté par ses coéquipiers et ses amis par cette capacité à toujours trouver le point faible ou la faille chez son adversaire et appuyer avec des mocassins. Et il prenait plaisir à le faire. Et si ces anecdotes montrent un personnage antipathique, mais où ça n'allait pas forcément plus loin, il y a eu des cas beaucoup plus importants. La non-qualification en finale, par exemple, est un très bon exemple où vexé, il décide tout simplement de bouder comme un enfant sur le terrain. Mais il s'est aussi notamment disputé très fort avec Gus Williams, vous vous souvenez, ce rookie talentueux arrivé en 75, et se débrouillera même pour qu'il se fasse transférer au Seattle Supersonics en sous-main, de façon à ne plus pouvoir le voir dans son entourage. Ça, ce sera seulement 1 an avant de partir à Houston. Plus tard, une fois retraité et que ses fils commenceront à grandir, on raconte même que les enfants qu'il a eus avec sa première femme avant de se remarier 2 fois, il ne les voyait plus du tout et les avait totalement laissés tomber,
jusqu'à ce que ceux-ci arrivent en NBA, où il les a recontactés de façon à profiter de leur fame et dire que c'était ses enfants c'était lui qui leur avait permis d'arriver à là. Toutes ces anecdotes donnent l'impression d'un joueur peu sympathique, si on veut rester poli, mais le fait est qu'il était globalement et unanimement vu comme un salaud par l'intégralité de la ligue, des joueurs aux arbitres, en passant par les supporters et les dirigeants des clubs. Mais au final, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que c'est cet égoïsme et cette capacité qu'il avait d'aller au clash et de se mettre en brouille avec les gens qui aura permis une des plus grosses avancées de la ligue. En effet, c'est ce qu'en se disputant avec le propriétaire des San Francisco Warriors pour partir en ABA, qu'il s'est retrouvé à ouvrir la voie à la façon dont fonctionne la NBA aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de free agency. Lorsque vous arriviez à la fin de votre contrat, c'était tout simplement votre équipe qui choisissait de vous reprolonger ou non. Si vous n'étiez pas reprolongé, vous aviez l'occasion de quitter et d'aller dans une autre équipe. Mais si elle voulait vous garder, vous n'aviez pas le choix. C'est pour ça qu'à l'époque, la majorité des stars faisaient toute leur carrière au même endroit, car ils n'avaient pas le droit d'aller ailleurs. En gagnant ce premier procès, ça a donc ouvert les portes à Oscar Robertson en premier après, qui a réalisé le même procès pour pouvoir quitter les Milwaukee Bucks, et enfin gagner des premiers titres. Si on devait essayer de résumer la personne, aussi complexe soit-elle, on pourrait dire que c'est un redoutable scoreur, un ailier et un joueur de basket extrêmement talentueux, qui a su être un très gros scoreur athlétique en début de carrière, puis avec les blessures modifier son jeu petit à petit pour devenir un des premiers point forward et créer ce concept-là. C'était un joueur en avance sur son temps, très intelligent, capable de modifier son jeu, mais doté d'un relationnel catastrophique, qui a notamment marqué la ligue en étant le grand méchant de son époque, comme ont pu l'être des Bill Laimbeer plus tard. Lui ne l'a pas été en jouant seulement sur le terrain, mais en étant une sale personne en dehors. C'est quand même drôle que le fait d'avoir une sale personne en dehors a pu permettre aux joueurs actuellement d'avoir beaucoup plus de droits, et je trouve cette ironie très marrante, c'est vraiment celle que je voulais vous partager dans cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir appris des choses sur le joueur, que ce soit sur sa carrière ou sur les petites anecdotes tout autour. Si vous êtes intéressé, il existe de nombreuses revues et ouvrages écrits à son sujet, notamment son autobiographie. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me dire ce qui vous a plu ou moins plu, et à vous abonner tout en activant la cloche pour pouvoir voir la suite. Ce sera bientôt le retour des analyses tactiques, mais aussi de pas mal d'autres dossiers historiques, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about